à tous. Un grand merci pour votre présence en ce début d'après-midi pour parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, donc l'impact environnemental des deep tech. Je m'appelle Yasmine, je suis responsable des incubateurs de l'EDEC et aujourd'hui j'aurai le plaisir d'animer cette table ronde aux côtés de trois intervenants au regard aussi complémentaire que précis. Je vous propose qu'on dédie 45 minutes à cet échange avec nos intervenants et ensuite qu'on vous laisse la parole pour vos questions et vos retours. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous proposer un court pas de côté pour juste cadrer notre problématique aujourd'hui, en commençant par définir l'impact environnemental. Donc on l'a considéré comme la capacité d'une organisation à opérer dans les limites planétaires pour créer de la valeur. Donc concrètement, c'est concevoir, produire et se fournir en respectant les pressions, en réduisant les pressions sur le climat, la biodiversité et les ressources. Et donc pour éclairer ces obstacles que rencontrent les entrepreneurs, notamment sur l'environnement, on a lancé à l'EDEC un baromètre des pratiques responsables en start-up à l'échelle européenne, lancé en partenariat avec l'ESMT Berlin et Politecnico di Milano. Et donc sur plus de 400 réponses de fondateurs, on a eu quelques enseignements déjà qui ressortent, que l'environnement, il apparaît le plus souvent comme le premier pas pour les démarches responsables, et que de nombreuses startups commencent par là avant d'aborder d'autres dimensions comme le social. Et que plus largement, plus de la moitié des startups interrogées, elles affirment déjà travailler sur leur impact environnemental. Mais on le sait, la mesure et l'intégration de cet impact environnemental, il est encore plus complexe en deep tech, avec des phases de R&D et de prototypage longues. Or, c'est précisément ces phases amont où tout se joue. Et donc, l'urgence, elle est bien réelle. Les gains promis par nos deep tech, elles peuvent être annulées par leur propre empreinte ou déplacées ailleurs dans la chaîne valeur. Et donc, cette année, le thème de Big, c'est la vérité. Et je trouve qu'il tombe particulièrement juste pour notre sujet. Donc c'est ce que je vous propose sur cette table ronde, qu'on mette ces enjeux sur la table, qu'on clarifie où nos trajectoires elles dévient, qu'on nomme les compromis qui sont inévitables sur ces sujets-là, pour voir comment aligner notre écosystème sur cet enjeu de maximiser l'impact environnemental des projets deep tech. Et donc sans plus attendre, je donne la parole à nos intervenants pour que vous puissiez vous présenter votre rôle et votre structure ici. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Yannick Isoard, je suis le directeur général de Clermont-Auvergne Innovation. Alors, on commence juste par se présenter, c'est ça? Donc, Clermont-Auvergne Innovation, bon, vous savez où c'est, hein, c'est dans le nom. Donc, nous sommes un organisme de transfert de technologie, un incubateur, accélérateur, etc. Nous sommes au final la filiale du site académique de Clermont, de Clermont-Ferrand. Nous sommes 22 collaborateurs avec plusieurs missions qui sont la première qui est la détection des inventions dans les laboratoires de recherche, leur maturation et leur licensing, mais aussi la création évidemment d'entreprises deep tech. Nous sommes incubateurs de la recherche publique et c'est sur ce sujet-là, je crois, qu'on va parler aujourd'hui. Et enfin, on assure tout le développement des partenariats de l'université. Donc tout ça, tout ça fait que nous sommes l'opérateur du pôle universitaire d'innovation de Clermont, en tout cas l'opérateur principal, et c'est à ce titre que j'interviens et non pas juste de Clermont-Auvergne Innovation. Bonjour, je m'appelle Melpomene Dimopoulou, je suis PDG et cofondatrice de la startup Percode. Percode est une startup issue du laboratoire de recherche I3S. C'est une unité mixte de recherche CNRS et Université Côte d'Azur. Et chez Percode, on propose une solution disruptive pour l'archivage massif des données numériques en utilisant la molécule de l'ADN synthétique comme support de stockage. Alors pourquoi on fait ça? Parce que tous les jours, on génère des énormes quantités d'informations qu'on ne sait plus comment gérer et comment archiver dans une manière efficace. Aujourd'hui, les périphériques existants sont limités en termes de capacité et en termes de durabilité. Il faut faire migrer les données vers des nouvelles périphériques tous les 5 ans afin de garantir la durabilité et la fiabilité de la donnée. Et l'ADN, c'est un candidat énorme, très très important pour l'archivage. Pourquoi? Parce que dans un seul gramme d'ADN, on peut stocker un data center entier pour des milliers d'années, sans perte et sans aucune consommation énergétique une fois la donnée stockée. C'est pour cela que chez Percode, on propose une solution, une mémoire ADN,
pour l'archivage des données numériques à long terme. Voilà, c'est un peu ce qu'on fait chez Percode. Merci. Bonjour à tous, moi je suis Virginie Reynaud, je dirige le fonds de capital risque du groupe Air Liquide. Donc Air Liquide, c'est un grand groupe industriel international. On produit, on distribue des gaz industriels pour l'industrie et pour la santé. Donc tous les industriels consomment des gaz et vous en avez vous-même dans vos smartphones. On a besoin de gaz pour faire des smartphones. Les bulles de votre coca, c'est du CO2. On fournit la sidérurgie, mais aussi les petits soudeurs dans leur garage. Et on a aussi une activité santé avec l'oxygène à l'hôpital. Ça, on imagine assez bien. Ce qu'on connaît moins bien du groupe, c'est la santé à domicile, où en fait, on a des collaborateurs du groupe qui vont chez des patients qui souffrent, par exemple, d'apnée du sommeil, de diabète, de maladie de Parkinson, et qui vont aider à les soigner. Voilà, donc groupe international présent dans 60 pays. Et Air Liquide a lancé en 2013 Aliad, qui est le fonds de capital risque. Et donc, on investit dans des startups pour le groupe. On prend des participations minoritaires dans des startups avec l'objectif de faire de la performance financière, mais aussi de stimuler l'innovation au sein du groupe. Merci. Et pour ouvrir le débat, donc vous représentez le bras d'innovation d'un groupe industriel. Selon vous, pourquoi la transition environnementale, c'est une priorité stratégique aujourd'hui et comment est-ce que ça influence votre thèse d'investissement? Alors effectivement, notre thèse d'investissement, elle est complètement alignée avec la stratégie du groupe. Et la stratégie du groupe, alors elle est d'abord de créer de la performance financière. Je sais pas, est-ce qu'il y a des actionnaires d'Air Liquide dans la salle? Alors s'il n'y en a pas, vous devriez, parce que c'est une des actions du CAC 40 qui a la performance la plus stable à long terme, en tout cas. Voilà, donc après la performance financière, le deuxième pilier de notre plan stratégique, c'est de décarboner la planète. Et donc, on a besoin de technologies, on développe nous-mêmes des technologies pour décarboner nos opérations, mais aussi aider nos clients à décarboner les leurs. Donc, en fait, décarboner la planète au travers de la décarbonation de l'industrie. Et nous, à l'IAD, on participe à ça. Donc, globalement, le groupe investit beaucoup dans les technologies pour le climat. En 2024, on a investi pas seulement à l'IAD, mais en innovation en général, en R&D, à peu près 100 millions d'euros sur ces technologies-là. Et nous, à l'IAD, notre thèse d'investissement, elle a en fait 3 piliers. Le premier, c'est les technologies pour le climat. Le deuxième, c'est pour la santé. Et le troisième, c'est l'innovation industrielle. Donc là, c'est assez vaste. C'est tout ce qui peut nous aider à être plus sûr, donc travailler en toute sécurité, plus fiable dans nos opérations et plus performant globalement. Donc notre thèse d'investissement, les startups que l'on choisit, elles sont complètement alignées avec la stratégie du groupe et évidemment, voilà, comment participer à la décarbonation de l'industrie, c'est au cœur de notre activité tous les jours. Merci. Melpomene, vous l'avez mentionné dans votre pitch, l'impact environnemental, il est au cœur du projet Percode. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous l'avez intégré dès vos débuts et quels sont pour vous les plus gros enjeux que vous rencontrez dans l'intégration de cet impact? Oui, alors oui, chez Percode, notre but, notre vision, c'est vraiment la décarbonation de l'industrie du numérique. Pourquoi? Parce que pour ces fameuses migrations de données dont j'ai parlé, on dépense énormément d'énergie. Il y a des émissions carbone très importantes et bien sûr, on gaspille aussi de matériaux. C'est pour cela qu'avec cette technologie de l'ADN, il n'y aura plus besoin de faire migrer les données. Alors la durabilité est déjà respectée. Et c'est pour cela que notre technologie, vraiment le cœur de notre technologie, c'est de pouvoir proposer une solution qui va changer l'avenir, le monde, vers un avenir beaucoup plus vert et plus respectueux à l'environnement. Alors déjà, il y a différentes méthodes de proposer des solutions qui respectent l'environnement. Alors, dans une société, il y a deux choses. Il y a déjà, on propose notre solution et elle-même une solution qui est respectueuse à l'environnement, mais également, il y a des pratiques internes à respecter.
Je vous donne un exemple. Par exemple, on ne peut pas se présenter comme une société qui propose une solution avec un impact environnemental si on ne respecte pas nous-mêmes, avec le développement de notre technologie, des règles qui sont appliquées pour prouver qu'on respecte l'environnement. Alors, nous, de notre côté, on est assez petit encore comme start-up. Alors, on vient de commencer notre développement. Alors, il n'y a pas encore de besoin d'avoir des pratiques comme, par exemple, de réduire des consommables, de s'assurer qu'on ne va pas générer des émissions carbone nous-mêmes dans notre développement. Cependant, déjà, avec le développement de notre technologie, on développe des algorithmes qui sont peu coûteuses, qui sont faibles en termes de temps de calcul pour ne pas dépenser de l'énergie pendant la partie algorithmique de notre solution. Et également, comme il y a aussi un aspect biologique, biochimique, c'est aussi important que cette substance, ce consommable qu'on va utiliser pendant notre développement, ne va pas créer de problèmes pour l'environnement non plus. Voilà, alors c'est des pratiques internes qu'il faut avoir, où il faut penser, mais il y a aussi la solution elle-même qu'on propose, vraiment, c'est pour changer l'avenir et pour proposer une solution vers un avenir plus vert. Merci Melpomène. Et vous Yannick, pour rebondir sur les enjeux que mentionne Melpomène, quel rôle peuvent jouer les structures accompagnantes dans l'intégration de ces enjeux par les startups? Et est-ce que vous pouvez nous parler de vous, votre approche que vous avez avec les startups que vous accompagnez? Alors, les startups, comme les technologies d'ailleurs qui permettent de fonder les startups deep tech, sont confrontées à cet enjeu de l'évaluation alors nous, ce qu'on appelle de l'impact, hein, c'est-à-dire l'impact environnemental, mais peut-être même un peu plus large, c'est-à-dire l'impact social, l'impact sanitaire, l'impact de gouvernance, etc. Mais c'est vrai que l'impact environnemental est quand même le plus important. Et donc, quand on regarde le chemin de vie d'une start-up, elle commence au labo jusqu'en accélération, jusqu'au lever de fonds. En fin de compte, ce questionnement de l'impact, c'est immédiat. Donc, il faut, nous, qu'on les accompagne justement à évaluer l'impact au stade les plus amont de cette chaîne de valeur. Alors, ce n'est pas forcément une chose évidente, étant donné qu'aujourd'hui, quand on évalue l'impact environnemental, on va faire une analyse de cycle de vie, on va avoir énormément de données qui vont nous permettre de qualifier quel est vraiment l'impact environnemental. Et ça, évidemment, au stade, au TRL extrêmement early stage, on ne les a pas. Hein. C'est-à-dire qu'on est à un TRL 2, 3, voire 5 dans le meilleur des cas. Donc, ce qui veut dire qu'il faut qu'on fasse ce qu'on appelle, nous, un impact projeté. C'est-à-dire qu'on évalue quel va être l'impact de la technologie et donc de la start-up une fois que la solution sera mise sur le marché. Donc là, aujourd'hui, il n'existe pas de méthode à ce niveau-là. Donc là, c'est un peu le chantier qu'on s'est donné au niveau du PUI de Clermont. C'était parce que le PUI de Clermont, en fin de compte, sa baseline, c'est l'innovation à impact. D'ailleurs, c'est concevoir et produire des modèles de vie durables. Voilà, je crois que c'est ça, en fin de compte, le terme. Donc, on reprend tout, c'est-à-dire qu'on a fait un benchmark au niveau des méthodologies qui aujourd'hui existent pour les sociétés déjà en place, et on va essayer de les adapter à des technologies qui ne sont pas par définition en place, étant donné qu'elles le seront peut-être que dans plusieurs années. Donc c'est beaucoup de questionnements, donc c'est à la fois une méthode, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'impact, en fin de compte, les startups le demandent, mais également les investisseurs, en fin de compte, toute la chaîne de valeur demande cette évaluation de l'impact. Et mis à part dire, oui, on vous promet, ça sera vert, ça ne polluera pas, bah, ça ne suffit pas. Donc, ce qui veut dire que cette méthodologie, elle doit être solide, ensuite, elle doit être reconnue par tous, mais cette méthodologie n'est pas suffisante parce que pour la raison que j'ai évoquée, on n'a pas assez de données pour l'alimenter, on n'a pas assez de données pour alimenter les modèles. Et donc, ce qui veut dire qu'il va falloir le faire de manière un peu collégiale aussi avec des experts justement dans les sciences de l'environnement, dans les sciences sociales, pour apporter leur pierre à l'édifice et arriver en fin de compte à une évaluation de cet impact qui puisse être reconnu par des tiers. Donc voilà, c'est un peu ça pas notre chemin de croix, mais en tout cas notre objectif. Passionnant. Et,
Et de votre côté, Virginie, comment est-ce qu'un groupe comme Air Liquide, il aide les startups à développer des solutions qui répondent à ces défis environnementaux? Et en retour, comment est-ce que les startups, elles viennent soutenir les activités d'Air Liquide et progresser sur les objectifs durables? Vaste chantier. Ouais. Alors, comment on aide les startups? En fait, quand on investit dans une startup, un prérequis, c'est d'avoir un accord de partenariat signé entre la startup et le groupe. Ça peut être un accord commercial où on vend des gaz industriels ou à la startup, où on lui achète un produit, un service ou un accord de distribution. Mais c'est un prérequis pour assurer une bonne collaboration en fait entre la startup et le groupe. Du coup, quand on investit, certes, on apporte du cash et c'est une première façon d'aider la startup, mais on apporte aussi toute la puissance du groupe avec nous et on peut apporter de l'expertise scientifique sur une techno. On va aider la startup à passer à l'industrialisation, donc à passer du labo ou à un pilote. Quelquefois, on accueille des pilotes à la commercialisation. On aide aussi en ouvrant des marchés, puisqu'on est un groupe international, donc on peut accompagner une start-up dont la techno nous intéresse à développer, à trouver des nouveaux clients à l'international. Et ça, c'est vraiment en fait un dialogue permanent entre la start-up et le groupe. Et après, sur les sujets spécifiquement environnementaux, on a de l'expertise au sein du groupe sur certains gaz et sur certaines technologies. Donc, je prends un exemple. On a investi dans Flying Wells. Flying Wells, c'est une entreprise, une start-up qui développe un dirigeable, alors un très gros dirigeable, puisqu'il va faire 250 mètres de long, qui est designé pour faire du transport de charges lourdes, donc du transport décarboné de charges lourdes comme des pales d'éoliennes ou des grumes de bois ou des gros équipements industriels. Et alors nous, on est intéressé parce qu'il y a de l'hélium dans ce ballon. Et on réfléchira à l'avenir avec Flying Wells à comment on peut développer des technologies de compression et décompression de l'hélium pour faire descendre et monter le ballon. Donc ça, c'est un exemple. La propulsion à l'hydrogène aussi. Dans le futur, ce ballon, un jour, volera aussi à l'hydrogène. Voilà, donc ça, c'est des exemples de comment nous, on aide les startups. Mais c'est vraiment du gagnant-gagnant parce que les startups nous aident aussi. Comme je le disais, ce qu'on cherche, c'est à décarboner la planète, donc décarboner nos propres opérations. Et on cherche des technologies sur l'électrolyse de l'hydrogène, comment améliorer ces technologies, sur la capture de carbone. Et on a besoin de ces technologies pour nos propres opérations, mais aussi pour nos clients. Parce que nos clients, donc tous les industriels dont je parlais tout à l'heure, ils viennent nous voir comme apporteurs de solutions. Et comme on a déjà des solutions qui les aident à améliorer l'impact environnemental de leurs opérations, par exemple l'oxycombustion. L'oxycombustion, c'est faire de la combustion non pas à partir de l'air, mais à partir d'oxygène pur. Donc on enlève l'azote. Je m'adresse peut-être à des scientifiques là, mais enfin, en gros, dans l'air, il y a à peu près 80% d'azote, beaucoup d'azote, et ce gaz-là, il sert à rien, il est complètement inerte. Donc, quand on fait brûler à l'air pur, en fait, on a besoin de beaucoup de place dans les compresseurs, etc., pour un gaz qui n'a aucun intérêt. Donc, faire de l'oxycombustion, ça permet d'économiser de l'énergie, ça permet d'éviter des oxydes d'azote aussi, et donc de moins polluer. Donc on a ces technologies, mais on en cherche toujours d'autres, toujours pour nous, mais aussi pour nos clients. Donc c'est un gagnant-gagnant. Et on a aussi, donc au-delà de ce qu'on fait nous en investissant dans les startups, on a un autre outil qui est Accélère, qui est un accélérateur qui est basé au campus Innovation Paris, donc à côté de Versailles, où on peut accueillir des startups en leur mettant à disposition des espaces d'expérimentation, en fait, des labos. Et donc, ils ont accès à ces labos, mais aussi à l'expertise scientifique du groupe et aux chercheurs qui sont sur place. Donc voilà comment on aide les startups et comment elles nous aident. C'est très intéressant cette relation gagnant-gagnant. Je parle pour nos startups incubées, de savoir que vous pouvez apporter autant dans l'accompagnement et que ces startups vous aident à progresser aussi. Je trouve que c'est quelque chose que nos entrepreneurs, par exemple, n'ont pas forcément en tête. Donc c'est très intéressant.
Et pour élargir un peu, parce qu'on parle beaucoup technologie, Yannick, j'avais une question pour vous. On pense souvent à la technologie quand on parle impact environnemental. Et j'aurais aimé savoir à quel moment est-ce que vous avez vu que l'impact il se joue aussi dans le déploiement de la technologie, donc dans le modèle économique, dans les usages, dans l'ancrage territorial. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne avec ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez des exemples à nous partager à ce sujet? Alors, oui, enfin, la technologie, en même temps, enfin, revenons quand même aux fondamentaux, c'est un outil pour. C'est-à-dire que si on se place dans le contexte de la start-up, la technologie est l'outil pour monter une start-up. Et là, en fin de compte, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on a vraiment toute la chaîne de valeur qui se déroule devant nous, pour le coup, c'est celle qu'il va falloir mener. Euh, cette notion d'impact et cet impact environnemental, il est sur toute la chaîne de valeur. Et qui plus est, ensuite, bon, là je vais sûrement ouvrir des portes ouvertes, mais c'est l'usage. C'est-à-dire une technologie, d'abord, on va d'abord évaluer son usage, et c'est une fois qu'on aura évalué cet usage qu'on sera aussi en mesure de voir quel va être son impact, et son impact à la fois dans la production de la technologie, c'est-à-dire lorsque la technologie fait ce pourquoi elle est faite, mais aussi dans les usages de cette technologie. Donc on peut très bien avoir une technologie qui va réduire l'empreinte carbone, mais par contre les usages associés vont avoir, eux, un impact carbone qui va être peut-être plus négatif, ce qui viendra compenser négativement en fin de compte, ce bénéfice. Donc c'est là justement où ce qui est intéressant d'ailleurs quand on fait ça au niveau d'une start-up, c'est que de toute façon, le fait même de construire une start-up nous force à voir en effet les usages et quel va être son impact, ne serait-ce qu'économique. Donc ça, c'était quand même, en tout cas il y a quelques années, c'était un peu le seul impact qu'on attendait, c'est-à-dire un impact économique. Donc là, je vais juste rajouter un petit truc entre les deux. Cet impact économique, maintenant c'est fini. Enfin, c'est fini, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la chaîne aval de la start-up, typiquement les investisseurs ou même tous les pouvoirs publics, demande à soutenir uniquement des projets à impact positif ou à minima pas d'impact négatif. Donc ça, c'est une première chose qui a fait on s'est orienté aussi sur l'évaluation de l'impact. Et ensuite, quelque chose que moi, je n'avais pas du tout vu au préalable, en tout cas pas du tout anticipé, c'est que aujourd'hui, les startups, elles sont fondées pour une bonne partie par des jeunes scientifiques, des jeunes docteurs, en fin de compte, dont la motivation n'est pas du tout forcément accrochée sur la seule valeur économique. Et lorsqu'on veut les embarquer dans l'aventure entrepreneuriale, il faut aussi euh, leur prouver à eux aussi que leur technologie, leur start-up va avoir un impact qui est au-delà de l'économique. Donc en fin de compte, c'est deux mondes qui se rencontrent sur le même sujet et le même intérêt, donc un alignement intérêt amont et aval, moi que je trouve passionnant et qui vient justement doper aussi la création d'entreprises deep tech, en tout cas de notre côté. Merci. Oui. Et ben, sur cet impact élargi, Melpomene, est-ce que vous avez, c'est quelque chose qui résonne dans votre expérience entrepreneuriale? Est-ce qu'il y a eu aussi peut-être des effets rebonds que vous n'aviez pas anticipés dans votre projet et qu'aujourd'hui vous en prenez connaissance? Oui, en fait, quand on commence de développer un projet, certainement oui, si c'est des scientifiques qui développent un projet, au début c'est la technologie qu'on veut développer. Et ensuite, on se rend compte que la raison pour laquelle deux fois on crée une startup, c'est parce on veut avoir un impact, on veut voir un impact de notre solution dans l'environnement, dans le monde en général. Alors, si un impact environnemental qu'on veut soutenir via notre startup, deux fois, on se focalise plutôt sur de prouver que la solution que l'on va développer va changer le monde et va avoir un impact positif environnemental. Cependant, il y a toujours les questions qui arrivent qu'on ne se rend pas compte dès le début qu'il faut aussi répondre à ce genre de questions. Par exemple, je vous donne un exemple. Nous, on dit d'accord, on va décarboner l'industrie du numérique parce qu'il n'y aura plus de migration des données, etc. Cependant, on a beaucoup reçu la question, et pendant l'écriture et la lecture des données, est-ce que vous allez dépenser autant que les technologies existantes? Plus que ça? Alors, c'est quoi, en fait, vous disiez que pendant long terme, pendant toutes les années de vie de la donnée, vous n'allez
pas dépenser de l'énergie. Oui, c'est vrai. Mais il faut aussi prouver que pendant l'écriture et la lecture, on ne va pas dépenser autant avec les technologies existantes ou ce sera le même, au pire, dans le pire des cas. Et c'est ça ce qu'on veut prouver. C'est là où on s'est dit que oui, il faut toujours, pendant le pitch, pendant même les échanges avec des acteurs, il faut toujours garder en tête que ce n'est pas que la technologie qu'on développe qui va changer le monde, c'est également la manière dont nous, on va développer cette technologie dans notre startup qu'il faut respecter, qu'il faut avoir aussi un impact positif à l'environnement. Alors, oui, je suis tout à fait d'accord. Et en général, nous, chez Percode, on essaie de prouver de notre côté que par rapport aux autres startups, on fait au mieux pour s'assurer que les algorithmes sont beaucoup performants, mais aussi avec un taux de calcul, un temps de calcul beaucoup plus faible pour qu'on puisse être rassuré que l'énergie qu'on va dépenser pendant l'écriture et la lecture également ne va pas dépasser l'énergie dépensée pendant avec le stockage, le support de stockage classique. Et aussi, comme c'est un projet pluridisciplinaire et qu'il y a déjà des substances biochimiques dedans, il faut aussi se rendre compte qu'il faut toujours prouver que les substances qu'on va utiliser ne sont pas nocives pour l'environnement. Alors ça, c'est aussi une chose à garder toujours en tête. Il faut aussi se baser avec répondre à ces questions avant même de nous demander. Et au début, un entrepreneur ne va pas se rendre compte parce que, d'accord, on a une solution qui va changer le monde dans une manière positive pour l'environnement, mais le développement de cette solution est-elle aussi respectueuse à l'environnement? C'est ça la question qu'il faut toujours garder en tête. Et je rebondis rapidement. Et qui vous aide dans ces démarches-là? Est-ce que vous avez fait des rencontres qui vous permettent de maturer aussi ça? Oui, alors si je donne juste le nom d'un acteur, ça ne sera pas juste. Il y a plusieurs acteurs. En France, heureusement, il y a un écosystème assez large et assez complet avec des acteurs, des incubateurs, le laboratoire de recherche, il y a même les organismes de transfert de technologies. Tous ces échanges qu'on a au quotidien avec de différentes personnes nous aident à comprendre au mieux le vrai besoin et aussi de voir comment procéder pour s'assurer qu'on va vraiment pratiquer ces pratiques internes pour pour ne pas avoir un impact négatif environnemental. Et alors, il y a tous les incubateurs qui nous accompagnent. Il y a aussi, oui, le laboratoire de recherche. On est en spin-off d'un laboratoire de recherche. On échange beaucoup aussi avec des scientifiques, mais également avec des personnes du côté business, parce que ce n'est pas évident tout le temps pour faire ces transferts, ces passages de la science au business. Alors oui, heureusement, il y a vraiment un écosystème assez important, assez aussi complet pour nous accompagner là-dessus. Oui. Super. Et peut-être une dernière question sur ce volet des effets rebonds. Souvent, ils signalent des compromis à faire. Est-ce que vous, Yannick, vous avez observé des arbitrages difficiles entre performance et impact environnemental au sein des startups que vous avez pu accompagner? Alors, désolé, mais pas vraiment, sauf dans la projection, c'est toujours la même chose parce que, voilà, donc oui et non. Non, parce que justement, je pense qu'on l'a arrêté avant, mais étant donné qu'on se pose cette question, alors c'est un peu le credo, hein, c'est-à-dire, étant donné qu'on se pose question à la fois au niveau de la technologie qu'on a entre les mains et à la fois au niveau de la start-up qu'on souhaite construire et de son marché, de ses usages, de ses modèles économiques. C'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que le mode, ok, la techno, elle est ce qu'elle est, mais le mode de production de cette techno, est-ce qu'elle sera en effet à impact positif? Est-ce que sa commercialisation et in fine son usage le sera? Donc, quand on se pose la question à tous ces stades-là, normalement, on dérisque en fin de compte cet impact négatif relativement tôt. Mais c'est vrai que le risque majeur qu'on n'anticipe pas forcément quand on veut créer une start-up dès le début, c'est l'usage. C'est l'usage de cette techno et peut-être en effet les conséquences de cet usage.
j'ai un de mes collègues qui me disait, bon, on peut toujours produire, en effet, c'est bien les énergies propres, l'éolienne, le solaire, etc. Mais au final, quand on y regarde, est-ce que ça ne pousse pas non plus à plus consommer et donc l'impact environnemental, il reste le même parce que ça ne vient pas se substituer à d'autres énergies fossiles. Je ne sais même pas si c'est vrai, mais par contre, voilà, c'est se poser la question parce que si c'est toujours plus, c'est pas forcément ce qu'il faut rechercher, c'est plutôt le toujours mieux. Merci. Peut-être pour revenir à notre problématique, est-ce que vous pourriez chacun partager quel est le levier pour vous le plus important pour justement maximiser l'impact environnemental des deep tech, chacun avec votre casquette investisseur, accompagnateur et entrepreneur. Alors nous, en tant qu'investisseurs, on croit beaucoup en la collaboration, en la puissance d'avoir un écosystème d'innovation ouvert et donc de mettre en lien les équipes de notre groupe avec des startups, mais pas seulement. C'est-à-dire que nous, on travaille avec à peu près 300 partenaires académiques, industriels et aussi avec des startups. Et voilà, allier l'agilité, la créativité, la foi dans l'avenir des startups avec la force d'un grand groupe industriel, avec son pragmatisme, avec le principe de réalité. Allier ces deux mondes, c'est pas facile parce que c'est deux mondes qui ont des cultures très différentes. Mais on est là pour faire les traducteurs. Et moi, je crois vraiment beaucoup en cette collaboration et en ce dialogue entre ces deux mondes pour inventer le monde de demain, en tout cas inventer l'industrie de demain. Oui, du côté entrepreneur, je pense que le plus important, c'est de savoir écouter, de prendre des conseils, d'échanger avec des gens qui sont un peu plus, qui ont plus d'expérience que nous dans certains secteurs. C'est normal de ne pas savoir dès le début de choses spécifiques, mais il faut toujours être ouvert à discuter, à comprendre et de comprendre et aussi de s'engager, de trouver les solutions et les bonnes pratiques et de les appliquer pour qu'on puisse vraiment proposer quelque chose qui servira à la décarbonation et aussi vers un monde beaucoup plus vert. Alors, nous, de notre côté, bon, ça n'étonnera personne, c'est commencer tôt à se poser les bonnes questions sur l'impact. En plus, l'avantage de se la poser, encore ça je ne l'ai pas dit, c'est que ça nous permet, au stade actuel, en fin de compte, dès la genèse de la techno, d'orienter les phases de développement pour justement peut-être contourner ou en tout cas tenir compte de cet impact. Une technologie, lorsqu'elle est sur le marché, c'est vrai qu'il est très compliqué en effet de revenir en arrière et de dire ah, si j'avais su, j'aurais fait autrement. Là, l'avantage de prendre une techno qui est relativement tôt, ça nous permet de nous orienter un peu mieux et donc peut-être d'éviter certains écueils sur cet impact négatif. Ensuite, bon, on est avec une banque là, hein, donc les financements, parce que ça coûte pas moins cher de faire une start-up à impact positif. Ça coûte même plus cher parce que ça prend beaucoup plus de temps. Il y a un autre paradigme en fin de compte qui vient s'intégrer dans la logique de la start-up qui avant reposait sur la techno, l'équipe, les finances, etc. Là, il y a quand même une sixième dimension qui est l'impact. Donc ça demande de l'argent. Ensuite, l'argent, nous, pour le coup, on a une analyse très prospective, parce que ça, c'est du travail à long terme, c'est de travailler sur des dividendes carbone. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ces technologies, quand elles sont prises en amont, même très en amont, mais dont on aura prouvé qu'elles auront un impact positif, de pouvoir générer ces fameux crédits carbone et ainsi permettre de créer un fonds d'investissement qui serait lié à ces startups et qui viendrait en effet compenser ou en tout cas compléter les financements qui seraient nécessaires. C'est très prospectif, mais on commence à y travailler parce que je pense que voilà, il y a un truc à faire là-dessus. Merci beaucoup. Des échanges très riches et moi je repars vraiment avec
un point particulier de chacun que vous avez mentionné, l'impact prospectif. Je trouve ça très très intéressant comme approche. Nous, à l'EDEC, on a développé une méthodologie qui s'appelle Responsible Entrepreneurship by Design, qui a pour objectif d'aider nos entrepreneurs à intégrer la responsabilité dès les débuts, que ce soit environnementale, sociale, sociétale. Et pour ça, c'est une méthodologie qui est née du terrain parce qu'on a fait une étude en partenariat avec Station F pour comprendre les blocages qu'ont les entrepreneurs dans leur engagement. Et donc beaucoup de bonne volonté, mais beaucoup ne savent pas par où commencer, par quoi prioriser. Et je trouve que votre approche, elle permet aussi beaucoup de compléter toutes ces initiatives qu'il y a dans l'écosystème, parce que vous en avez lancé une, à l'EDEC aussi. J'imagine qu'il y a aussi beaucoup d'autres structures qui travaillent sur ces méthodologies entrepreneuriales. Donc pour moi, il y a un vrai sujet aussi à continuer ces débats et à pouvoir échanger sur toutes ces recherches qui sont faites. Virginie, sur la collaboration, je trouve ça très très intéressant aussi d'avoir votre regard investisseur sur la collaboration investisseur et start-up. On en parlait, Melpomene, juste avant, sur la relation investisseur-start-up qui n'est pas forcément évident, qui doit démarrer très tôt pour tisser cette confiance. Et donc moi, je repars aussi avec ça de nos échanges. Et puis, Melpomene, tous ces questionnements sur l'impact que tu as eu dès le début, ces compromis que tu assumes aussi et sur lesquels tu travailles, je trouve que c'est un bon exemple pour les entrepreneurs. Je ne sais pas s'il y a des entrepreneurs dans la salle. Oui. Est-ce que pour cette table ronde, on pourrait avoir peut-être un conseil pour les entrepreneurs qui ont cette envie de maximiser leur impact environnemental, un conseil très concret avec lequel ils pourraient repartir avant qu'on ouvre aussi la place aux questions du public? De mon côté, je pense qu'il faut prendre les choses un peu étape par étape. Oui, tout d'abord, c'est la solution. Ensuite, on pense comment est-ce qu'on va développer cette solution et trouver les bonnes pratiques. Ensuite, ça arrive avec des échanges. C'est ce que je disais. Moi, j'ai beaucoup appris juste via les échanges que j'ai eus avec différentes personnes. Et ce n'est pas une personne qui va donner la solution ou qui va donner des idées, etc., qui va nous guider. C'est plusieurs personnes. Et chacun va donner leur petit conseil qui va vraiment nous amener de trouver la vraie solution à chaque problème. C'est ça mon point de vue. C'est ça que je garde. Moi, le conseil, ce serait effectivement d'aller discuter avec des gens et en particulier d'aller discuter avec vos clients, vos futurs clients, ceux qui vont utiliser votre techno, vos produits, parce qu'en fait, c'est l'impact, voilà, comme le disait Yannick, l'impact global qu'il faut regarder. Donc, allez discuter avec vos clients, mais aussi avec vos fournisseurs. Eux-mêmes ont sûrement déjà aussi réfléchi à ces sujets-là. Donc, ça doit être une démarche d'écosystème et pas seulement une démarche de soit sur sa techno, sur sa propre techno et sa propre idée. Alors, un conseil, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'au final, nous, ce sont les porteurs de projets qui viennent en disant nous voulons avoir un impact. Donc déjà, il n'y a pas, on n'a pas besoin de les convaincre. On va essayer de les convaincre pour qu'ils gagnent suffisamment d'argent pour payer justement cet impact, mais on n'a pas besoin de les convaincre là-dessus. Donc pas forcément de garder en effet, de garder en tête cette volonté d'impact, parce que je pense que c'est un levier de motivation qui est exceptionnel. De garder la tête froide, parce que ce n'est pas parce qu'on pense qu'on va avoir un impact qu'on en a un réellement, ou en tout cas qu'il est vraiment robuste, et donc il faut toujours avoir cet esprit critique, et garder aussi quand même toujours cette notion de vouloir un impact, parce que quand on revient aussi au terre-à-terre, une start-up deep tech, elle est souvent soumise à des problématiques de recrutement, de consolidation de l'équipe. Et ça aussi, c'est un levier de recrutement, très clairement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les startups, en effet, communiquent beaucoup sur cet impact, mais il faut le prouver. Vous allez le prouver à des investisseurs, vous allez le prouver à vos clients, mais vous allez aussi devoir le prouver à vos collaborateurs, vos collègues. D'où l'intérêt voilà, d'y penser très tôt et que ça fasse vraiment partie de l'ADN constitutif de la startup.
Merci beaucoup pour ces conseils précieux. Je vous propose à votre tour de pouvoir poser vos questions, de réagir à ce qui a été dit pendant ces échanges. La parole est à vous. On pourra faire passer un micro. Bonjour, merci pour vos interventions. Ma question est plutôt une question de citoyen. Comme vous l'avez dit, c'est un sujet qui devient indispensable pour beaucoup de startups. Donc l'effet pervers, c'est que c'est aussi un argument de communication. Et donc comment faire la différence entre du greenwashing et la réalité des choses? Je vous donne un exemple. Alors je suis désolé, ça va tomber sur vous, mais pour Flying Whales, il y a eu un très bon sujet de Brut qui est sorti il y a quelques jours, qui met en question la réalité de l'impact positif de la société. Donc voilà, comment on fait pour faire la différence? Je ne répondrai pas pour Flying Whales parce que c'est à eux de répondre, hein. Je pense que le problème de la communication, c'est qu'effectivement, il peut y avoir un coup de projecteur. Et ça peut être à la fois positif ou négatif. C'est-à-dire que par moment, voilà, il y a une start-up qui va prendre toute la lumière, qui va prendre tous les financements. Et puis derrière, il se passe pas grand-chose, ou en tout cas, c'est que du flanc. Voilà, donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de regarder ce qu'il y a derrière la communication, et c'est pour ça qu'on s'appuie sur les experts du groupe, les experts scientifiques, etc., pour s'assurer que derrière la belle communication, parce qu'on voit beaucoup de startups, et il y en a beaucoup qui communiquent très 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 bien, et aller comprendre ce qui se passe derrière, ben, c'est après vraiment aller refaire les calculs qui nous montrent, s'approprier leur techno en la testant, hein. On teste aussi des choses dans nos propres labos. Après, voilà, c'est aussi des paris qu'on fait. Et quelquefois, on se dit, ben, cette techno, elle est super intéressante, c'est super tôt, ils en sont collabos, qu'est-ce que ça va donner quand on va passer d'un pilote qui fait 1 m² à une usine qui va faire des centaines de mètres de long. Ben, il y aura plein d'impacts différents. Voilà, mais je pense que les problèmes de communication, on les a sur les sujets politiques, sur les sujets économiques, sur les sujets technologiques, ils sont partout. Donc c'est à nous de nous méfier de ce qu'on entend, de ce qu'on écoute, et de remettre en question. Voilà. Et pour Flying Whales, c'est un très très beau projet. Il ne faut pas écouter que Brut. Bonjour, Élise Laperrière, je fais des recherches actuellement sur la deep tech à impact, et j'avais une question peut-être pour vous deux, Virginie et Yannick. On a eu tout à l'heure un précédent talk sur le financement des pépites deep tech, où on avait notamment 2 investisseurs, une personne de la DGE, une personne de l'association France Deep Tech, qui parlaient déjà des difficultés pour essayer de décrocher des fonds pour des séries A, notamment en phase de d'industrialisation, donc post-stage. Et donc la complexité à rajouter le calcul d'impact dans les phases de conception, avec tout ce que ça implique comme coût supplémentaire, on le sait, vous l'avez dit, peut être un frein supplémentaire pour les Européens et les Français qui ont déjà du mal à recueillir des fonds. Comment on lève ce frein déjà psychologique? Comment on va acculturer, comment on part en croisade sur ce sujet, et notamment avec des investisseurs à impact qui acceptent de prendre des risques encore supplémentaires pour pouvoir défendre ce type d'initiative. Je n'ai pas bien compris en fait la fin de la question. La fin de la question, c'est effectivement, on a déjà des freins sur des investissements classiques actuellement en France sur des startups deep tech pour en seconde phase. Si en plus on doit rajouter des calculs de mesure d'impact qui coûtent encore un certain coût et qui rajoutent du temps en phase de conception, effectivement, comment on convainc des gens d'aller prendre ce temps-là et d'aller effectivement rajouter des énergies pour calculer Alors, ces impacts. il y a effectivement certains investisseurs qui demandent ça, et qui, du coup, ça devient un critère d'investissement, et ben, là, il faut passer par là. Après, il y a d'autres investisseurs qui vont prendre un peu plus de risques en amont,
aussi. Et voilà. Donc, je pense que le monde de l'entrepreneuriat, c'est hyper difficile. Il faut savoir gérer toutes les contraintes et toutes les contradictions de j'ai besoin d'argent, il faut que je lève de l'argent, mais en même temps, il ne faut pas que j'en lève trop parce que sinon, je vais me mettre trop en danger. Et à quel moment j'investis effectivement dans ma croissance, à quel moment j'investis dans ma recherche et mon innovation, à quel moment j'investis dans une étude d'impact. Et en fait, l'entrepreneur, l'entrepreneuse, ils sont au milieu de toutes ces, enfin, c'est Melpomene qui pourra nous le dire, mais de toutes ces injonctions, en fait, qui viennent de partout. Et c'est ça qui est super dur quand on est entrepreneur. Donc après, je peux pas prendre la parole pour tous les types d'investisseurs parce que chaque investisseur a sa thèse d'investissement, ses propres critères. Et il y en a qui vont être plus sensibles à une étude d'impact que d'autres. Voilà, donc il faut ratisser très large et trouver les investisseurs avec lesquels on a le bon fit aussi. Je ne vais pas rajouter beaucoup de choses à ça, sinon que, voilà, alors déjà, le fait que les deep tech aient des problèmes de financement, c'est systémique, c'est-à-dire que ce n'est pas lié au fait qu'elles aient un impact ou qu'elles n'en aient pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en compte. Par contre, comme vous le savez, la logique d'un investisseur, c'est je vois 100 dossiers, j'en sélectionne un. Il est évident que celui qui aura eu en effet cette démarche d'évaluation de l'impact de manière rigoureuse, méthodologique et en effet crédible, pardonnez-moi, gagnera un point par rapport à son compétiteur. Mais ça, les fonds d'investissement, c'est depuis tout le temps, en effet, qu'on est en compétition. L'investisseur va regarder en effet le meilleur projet dans lequel investir à tel moment. Donc, c'est une dimension de plus. C'est aussi une dimension qui permet de se différencier. Ça sécurise son impact, mais ça sécurise aussi sa pérennité, comme je vous le disais, à recruter, typiquement. Ça fait partie des risques entrepreneuriaux, de ne pas pouvoir constituer une équipe solide et pérenne. Voilà. Donc là, après, je vous rejoins. De toute façon, les critères, ils sont. Bon, je ne dirais pas qu'il y en a autant que d'investisseurs, c'est pas vrai, mais ils sont relativement spécifiques et donc il faut travailler là-dessus. Maintenant, ça fait partie du logiciel. Merci. Bonjour. Ne croyez-vous pas qu'il y a un énorme paradoxe? On sait que l'IA, qui pénètre partout, va exiger des puissances de calcul plus importantes. Donc, automatiquement, va augmenter le réchauffement climatique. Et pourtant, tout le monde va sur l'IA. Et on se pose même pas très longtemps la question de savoir si c'est un effet positif ou négatif. On sait que l'IA, on en a besoin, et puis voilà, point. Et après, on se pose la question, en effet, de comment on fait pour réduire. Mais de toute façon, on sait que ça va augmenter. Donc, voilà, c'est un peu le paradoxe. C'est un très bon point. Et, je suis tout à fait d'accord. Quand je pitch pour la startup, la première chose que j'ai dit, c'est qu'avec l'IA, les besoins pour l'archivage vont beaucoup augmenter. Et en tout cas, concernant la partie énergie dépensée, etc., oui, c'est très important. Je pense que pour l'instant, on ne se rend pas compte parce qu'on n'a pas encore souffert les conséquences. Mais petit à petit, peut-être on va y arriver un peu dans un point où il faut un peu réduire l'utilisation. Comme je précise tout le temps, quand je parle même avec des amis, etc., je pense que l'IA, c'est un outil. Et nous, on a une tendance de l'utiliser pour n'importe quoi. Alors, je pense que c'est important de le limiter à l'utilisation qui nous sert vraiment à notre vie quotidienne pour gagner du temps, pour pouvoir être un peu plus efficace. Mais c'est un outil. Il faut toujours l'utiliser ayant en tête que oui, ça va dépenser de l'énergie. Et de l'autre côté, d'essayer aussi de le soutenir en essayant de réduire les dépenses énergétiques d'autres types de solutions. Et par exemple, pour le stockage, via Percode, ce qu'on veut faire,
c'est de proposer une solution pour l'archivage de ces données dans une manière qui ne va pas dépenser autant d'énergie que des technologies existantes. Alors, il faut toujours essayer de l'aider par ailleurs. Et aussi, c'est à nous, c'est à chacun de nous d'avoir la responsabilité personnelle de dire, voilà, il y a toujours une limite, il faut l'utiliser, le voir comme un outil, mais il ne faut pas exagérer non plus. Et oui, c'est un paradoxe, je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour cela que c'est à chacun de nous d'avoir la responsabilité personnelle d'agir dans une manière spécifique pour réduire l'impact. À Big, on regarde beaucoup l'écosystème français, voire l'écosystème européen. Quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, c'est absolument incroyable ce qui se passe. Les investissements dans l'IA sont juste dingues. C'est 50% des investissements en venture capital qui vont dans l'IA. Ça s'accompagne aussi de gros investissements et de beaucoup de création de start-up dans le domaine énergétique et la résilience énergétique. Donc, comment stabiliser les énergies renouvelables, comment stocker de l'énergie de manière efficace, comment transporter de l'énergie. Donc, heureusement, il n'y a pas que de l'IA pour faire de l'IA, mais il y a aussi, du coup, vu que cette IA va consommer de plus en plus d'énergie, ben, du coup, il y a aussi des gens qui se disent « Ah ben, donc il faut vraiment travailler sur comment cette énergie est produite, stockée, transformée, utilisée ». Donc, il y a aussi, heureusement, de l'innovation dans ce domaine-là. Il ne faut pas voir que le côté négatif. Pas d'autres questions? Bonjour, merci beaucoup pour cet échange très intéressant. Alors, moi, je suis entrepreneur ultra early, je suis en prématuration à Sorbonne Université et je travaille sur un projet qui aura pour but de créer une start-up à impact et qui s'attaque à l'industrie du plastique, qui est très très lobbyisée. Ma question est, est-ce que vous pensez que vis-à-vis des investisseurs, il y a une antinomie entre impact et rentabilité financière? Quand on développe, et c'est mon quotidien, des technologies qui sont en compétition avec des technologies qui polluent, mais qui sont financièrement très, très avantageuses, comment se positionner aujourd'hui, puisque l'horizon de rentabilité des investisseurs du private equity sont incompatibles avec le développement d'une technologie à impact. Donc j'entends bien, chaque investisseur a sa thèse d'investissement et on trouvera toujours l'investisseur qui investira sur 15-20 ans, mais ça reste quand même assez compliqué. Et ma question pour Yannick, à 2 dossiers sur un produit équivalent, un marché équivalent, une technologie qui aura un impact plus important pour l'environnement, mais qui coûtera beaucoup plus cher et rapportera beaucoup moins, sera-t-elle sélectionnée contre une technologie qui rapportera plus vite, mais qui polluera un peu plus? Alors, je ne sais pas, mais j'espère. Non, ce qu'il faut voir, c'est qu'à partir du moment où, justement, là, vous êtes le bon exemple. Enfin, je ne sais pas, je ne connais pas votre projet en direct, mais c'est typiquement ce que je dis, c'est-à-dire que là, une technologie généralement propre, en effet, elle va se confronter à une technologie beaucoup moins propre, qui aujourd'hui a fait tout son amortissement de R&D, a eu des gains de compétitivité, donc en fin de compte, et au maximum, en fin de compte, à l'optimum de son fonctionnement. Donc là, c'est vrai que la concurrence, en fin de compte, vous avez un concurrent déjà établi qui fonctionne bien. Seul bémol, c'est qu'il pollue. Donc en effet, il va falloir, dans le cahier des charges de votre technologie, dès lors que vous commencez à développer, vraiment déterminer les KPI, donc les indicateurs de performance que vous allez devoir à minima atteindre par rapport à cette concurrence en place. Parce que la volonté politique et puis la volonté de la société en général veut investir plutôt dans les technologies que vous allez produire, c'est-à-dire des technologies propres. Donc vous avez cet atout-là versus l'autre. Mais il n'en demeure pas moins que, quel que soit l'impact, qu'il soit environnemental, sociétal, etc., il n'en demeure pas moins qu'il sera encapsulé dans une start-up
et que cette startup, il va falloir qu'elle vive. Donc il va falloir basiquement qu'elle trouve des clients, du chiffre d'affaires, etc. Donc on ne pourra pas, il n'y aura pas de, comment dire, aujourd'hui je ne peux pas vous dire parce que ça dépend au final le gap qu'il y a entre la technologie qui aujourd'hui est en compétition et celle que vous allez avoir, sachant qu'il y aura d'autres technologies qui vont venir en compétition de la technologie polluante. Donc vous allez être vous-même aussi en concurrence avec des technologies plus ou moins propres ou en tout cas avec des performances différentes. Donc, et c'est tout là, en effet, le rôle de l'accompagnement, c'est d'avoir cette vision générale pour voir bon, où on en est, quel est l'état des lieux aujourd'hui et est-ce que c'est faisable. Si on considère qu'en effet il faut 20 ans pour une technologie propre, non, je vous dirais il ne faut pas y aller. Parce que, en effet, mais personne n'attendra 20 ans, et j'aurais tendance à dire, même pas vous, je pense. Donc en effet, il faut voir aussi quelles sont les ressources dont vous avez besoin pour accélérer le développement de cette technologie. Alors peut-être que ça coûtera de l'argent, ça c'est fort possible, mais on a des technologies alors qui n'ont rien à voir, mais dans le médical, la santé, ils mettent 10 ans, mais parce qu'il y a des millions et des millions d'euros qui sont mis dedans. Et c'est pas pour ça, en effet, qu'on les a abandonnés alors qu'on avait déjà une molécule en place, etc. Vous voyez. Donc, désolé, je ne peux pas répondre à votre question, mais je pense qu'il faut plus que garder espoir, parce que je pense que c'est la tendance. C'est la tendance, en effet. En tout cas, je l'espère. Et nous, en OTT, on essaye de faire, on fait tout pour ça, que les technologies à impact positif viennent en effet dominer au final les technologies à impact négatif à moyen terme. Voilà. Merci beaucoup. Oui, bonjour, merci pour vos interventions. Moi, je travaille dans un cabinet de développement industriel, donc axé sur l'innovation. Ma question, c'est est-ce qu'il n'y a pas une asymétrie aujourd'hui entre les politiques industrielles qu'on mène au sein de l'Union européenne et les politiques industrielles qui sont menées dans le reste du monde? C'est-à-dire quand vous allez en Asie, aux États-Unis, même dans d'autres coins du monde, ils ont des politiques beaucoup plus offensives que nous pour gagner des parts de marché, pour faire du rattrapage technologique, ils font de l'intelligence économique un peu offensive. Et j'ai l'impression on a le sentiment qu'en Europe, il y a une espèce de décalage. On a vu l'accord là, entre von der Leyen et Trump, où l'Europe en fait est un peu passée à la trappe. Et ça a été relevé d'ailleurs par des ministres français. Donc est-ce que le succès d'un entrepreneur aujourd'hui dépend uniquement de ses performances et de sa capacité à trouver des marchés, ou aussi il faut repenser peut-être les politiques industrielles? Alors c'est peut-être pas vous qui allez s'adresser au président ou au ministre, mais on peut être le meilleur entrepreneur si les politiques industrielles, on a des coûts de l'énergie forts à cause de ce qu'on achète aux États-Unis, on n'arrive pas à développer de la souveraineté numérique, donc vos données sont pompées par les États-Unis. Enfin, on court avec un boulet de 30 kilos au pied et on va vous dire courez plus vite pour être efficace. Alors effectivement, je ne pense pas que c'était le thème de notre, notre table ronde et qu'on a les réponses pour vous. C'était le thème enfin entre autres, hein, mais de l'introduction de Nicolas Dufourcq ce matin. Donc voilà, hein, effectivement entre ce qui se passe à l'ouest, ce qui se passe à l'est, on est pris dans un monde qui est très compliqué aujourd'hui, et en particulier pour les entrepreneurs. Voilà, c'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras. Et il y a beaucoup de choses qui sont faites en France par BPI France en particulier, mais pas seulement, par l'Europe avec la BEI, le IC, etc. Donc il est possible d'entreprendre en France, d'innover en France, en Europe, et c'est pas parce que c'est compliqué qu'il faut baisser les bras. Et après, les politiques industrielles, voilà, elles sont ce qu'elles sont, et il faut plutôt se battre avec ça que contre ça. Et ça me permet une petite promotion pour la table de ronde suivante qui sera précisément sur ce sujet, qui s'appelle Vers une Europe de la Deep Tech, et qui questionnera justement la capacité à proposer des leaders technologiques demain avec cette concurrence qu'on a à l'Est et à l'Ouest. Donc il faut rester. Voilà. Exactement. On peut prendre encore une question, je crois, voire deux. Bonjour,
Salut Fadil, je travaille dans une startup qui produit des revêtements de sol éco-responsables et on vise un label Deep Tech lié à un projet de R&D. Et j'avais une question concernant le financement early stage des startups Deep Tech. J'ai l'impression que sur la scène des financements non dilutifs, c'est la BPI qui a, on va dire, la plus grosse popularité et quasiment les seules options de financement. Et d'un point de vue dilutif, je voulais savoir un petit peu s'il y avait des fonds d'amorçage ou si dans l'environnement VC, Business Angel, c'était assez, on va dire, présent ou s'il y avait des thèses d'investissement qui comprenaient des investissements dans des startups deep tech industrielles ou si c'était quelque chose de vraiment rare et qu'il fallait plutôt se tourner exclusivement vers la BPI. Non, non, pas du tout. Il y a beaucoup d'industriels qui, comme nous, Air Liquide, mais Safran a un fonds équivalent au nôtre, Saint-Gobain, Orano. Il y a beaucoup de groupes industriels, et là je parle en France, hein, mais qui ont des CVC, donc des Corporate Venture Capital, l'équivalent de ce qu'on a nous, Aliad chez Air Liquide. Il y a beaucoup d'entreprises du CAC 40 qui ont cet outil-là. Donc il faut aller frapper à la porte. Je complète en effet pour les fonds d'amorçage, il n'y a pas que BPI, hein, enfin BPI, enfin, je ne crois pas qu'ils interviennent en amorçage, en tout cas en dilutif. Il y a, oui, les business angels, enfin, je ne sais pas dans quelle région vous êtes, si vous êtes à Paris, enfin, des fonds d'amorçage. Alors les fonds d'amorçage ont cette caractéristique qui sont, enfin, dans la plupart des cas, ils sont abondés de toute façon par le public. Étant donné que sur un fonds d'amorçage, on a plus de chances que de se planter que de gagner. Donc s'il n'y a pas de fonds publics, en effet, il n'y a pas de fonds du tout. Après, tout dépend de ce que vous appelez en amorçage aussi. Et là, il faut que vous vous accordiez sur la définition avec l'investisseur. Pareil. Merci beaucoup à tous pour votre présence avec nous. J'espère que vous partez de cette table ronde avec des enseignements concrets. Et encore un grand merci à nos intervenants pour cette prise de parole très riche.